Maintenant, je vais passer la parole à Étienne Oldenov, qui est psychiatre, psychanalyste et qui était responsable de la communauté à Bruxelles et qui était responsable de la communauté thérapeutique de Van Volendale. Volendale, excusez-moi. Ça veut dire la vallée des loups. Des loups, d'accord. Un terme flamand. Oui, oui. Voilà. Bien, je vous remercie. Là, c'est toujours un peu particulier de devoir intervenir, d'être le dernier intervenant, hein, parce que tout simplement, l'essentiel a été dit, et si bien dit, hein, que, évidemment, je vais répéter beaucoup de choses que vous avez entendues, mais simplement, voilà, je vais le répéter avec mon fil à moi, qui est un tout petit peu différent. Voilà. Donc, le titre que j'ai donné à mon intervention, c'était « Transmettre, que mettons-nous dans le trans ?» Oh, pardon, je m'excuse, mais il tourne tout le temps, là. Une girouette. D'accord. Pour aborder cette question de la transmission, j'ai choisi de me fier au savoir de la langue et d'interroger ce préfixe trans qui nous vient de la langue latine. En latin, ce préfixe trans a deux significations très différentes. D'abord, celle du « à travers », que l'on trouve dans des verbes comme par exemple « transpercer » en français ou « transgresser ». Mais il y a aussi une signification, l'autre signification, c'est « au-delà de », que l'on va trouver par exemple dans le verbe « traduire ». Ce préfixe « trans » est d'une grande richesse et il n'est pas toujours évident dans son emploi de distinguer les deux significations ou orientations de signification. Ceci peut nous amener à des confusions qui ne sont pas sans conséquences. Vous verrez que j'aurais pu intituler mon intervention de ce jour « Grandeur et misère du trans ». C'est une part de la clinique actuelle, notamment celle des transgenres, et mon travail de lecture du séminaire 20 de Jacques Lacan, séminaire qui s'intitule « Encore », au fond, quelque part, je reprends le titre, mais en supprimant la virgule. C'est transmettre quelque chose aussi de ce séminaire-là, qui m'ont incité à reprendre cette question du trans. Il me faut dire ici ma dette envers le livre de Jean-Daniel Causse, livre dont le titre est « Lacan et le christianisme », et livre qui explore cette notion de l'au-delà, d'au-delà. C'est curieux de voir à quel point beaucoup d'intellectuels occidentés ont peur de reconnaître notre dette vis-à-vis des religions. Lacan n'était pas de ceux-là. Il cherchait au contraire à se laisser enseigner par elles, comme par la folie et par toutes les élaborations humaines. C'est ce qui l'a amené à s'intéresser beaucoup aux mystiques. Sûrement qu'il s'est aussi intéressé à la transe, mais je n'ai pas fait le travail de rechercher cela. La transe, sujet beaucoup plus sérieux et difficile que le trans. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Pour Lacan, le trans, dans sa portée d'au-delà, a toujours été déterminant. L'occurrence de son usage, de cette expression trans, au-delà, est omniprésente dans son travail. Je n'en retiendrai pour aujourd'hui que deux occurrences essentielles. Tout d'abord, celle du grand autre, de l'autre, qu'il écrit avec un A majuscule. Au-delà du petit autre, distinction qu'il établit très clairement dans ses premiers séminaires. Et puis celle qu'on retrouve dans ce séminaire 20, là, de jouissance autre, aussi avec un grand A, au-delà de la jouissance phallique. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas travaillé ça. L'essentiel n'est pas là. Enfin, je le dis, mais vous verrez qu'il y a moyen de comprendre les choses sans rentrer dans... Voilà. Cet au-delà si essentiel, nous le trouvons déjà chez Freud, dans son écrit, un écrit fondamental qui s'intitule « Au-delà du principe de plaisir ». Donc vous voyez que cette notion d'au-delà, elle est centrale et chez Freud et chez Lacan. Et puis ce trans, on le retrouve dans la nomination d'une série de concepts fondamentaux de la psychanalyse ou de la vie de l'esprit, comme s'exprimait Freud. Par exemple, celui de transfert, celui de transmission que nous travaillons dans ce colloque, celui de traduction et celui de transcendance et maints autres concepts que je laisserai de côté pour ne pas alourdir ma liste. Ce trans de la langue latine
est une des reprises possibles du préfixe grec méta, et nous pouvons alors ajouter à notre liste de concepts fondamentaux importants ceux de métaphore et éventuellement ceux de métaphysique ou de métapsychologie. Voilà. Pour imager, Pour imager la différence qu'il y a, à mon avis, entre les deux orientations de sens du préfixe trans, j'évoquerai la notion extrêmement riche, beaucoup d'entre vous en ont parlé d'ailleurs, d'horizon. L'horizon est une ligne qui vient border le monde que nous pouvons voir. C'est une limite. Au-delà de cette limite, il y a ce que nous ne pouvons pas voir, ce qu'il nous est impossible de voir. Limite donc entre possible et impossible. Il nous est donné d'aller là où était cette limite et de voir ce qui était au-delà de cette limite. Ce faisant, nous transformons une impuissance en une possibilité. Et l'homme, avec raison, ne s'est pas privé d'explorer l'espace au-delà de l'horizon. C'est ce qu'a fait la science et c'est ce qu'elle n'arrêtera pas de faire. Et c'est très bien comme cela. Mais quand vous avancez vers l'horizon, celui-ci recule. L'impossible de l'au-delà de l'horizon est de structure. Il y a une forme d'impossible qui ne disparaît pas malgré nos avancées dans l'exploration de l'espace ou nos avancées dans la connaissance du monde. Il y aura toujours un horizon bordant un au-delà de nos recherches mentales, scientifiques, philosophiques. C'est ce que nous appelons un réel à la suite de l'enseignement de Lacan. Ce que j'accentue en vous présentant ainsi les choses, c'est que ce qui est important, c'est le passage, non pas simplement d'un point à un autre point, non pas simplement d'une place à une autre place, mais le passage d'un espace à un autre espace. Et autre, là, je l'écrirai de nouveau avec un grand A. Un espace vraiment autre. L'altérité est issue de cette limite, de cette ligne de partage entre un espace et un autre espace, qui n'est pas homogène au premier. C'est ça l'important. L'altérité est comme le signal du heurt, mais en même temps du heurt, mais de l'articulation entre ces espaces hétérogènes. Cet espace autre est souvent ramené à une simple extériorité. Ainsi, Freud élabore une topique qui reste euclidienne, avec un intérieur et un extérieur. Lacan, à partir de son séminaire L'éthique de la psychanalyse, va faire de cet extérieur un extérieur à l'intérieur même du sujet. C'est ce qu'il va appeler l'extime et qui l'amènera à se servir d'une topologie des surfaces. Bon, je ne rentre pas dans les détails, j'indique simplement certaines choses. C'est dire que l'altérité, c'est d'abord en nous qu'elle se joue. Nous n'avons accès à une altérité qu'à avoir été, c'est très important, je pense, qu'à avoir été altéré d'abord. L'altérité vient de l'autre. De l'autre, vous pouvez l'écrire avec un petit a, vous pouvez l'écrire avec un grand A, les deux sont justes. Elle vient par exemple, enfin, c'est pas un bête exemple, c'est un exemple essentiel. Elle vient du regard de la mère, comme en a parlé Winnicott. C'est parce qu'une mère voit son enfant autre qu'il n'est que celui-ci s'éprouvera divisé, s'éprouvera autre à lui-même. Peut-être pour vous indiquer l'importance de ce point-là, je reprends la façon dont, par exemple, Lacan, dans un autre séminaire, le séminaire sur l'identification, il y a un passage qui est, je trouve, extraordinaire, où Lacan parle de sa chienne. Et il dit « ma chienne parle ». Alors, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez relire, vous verrez pourquoi il dit « ma chienne parle ». Mais alors, il poursuit en disant « mais ma chienne ne me prendra jamais pour un autre ». Et à travers cette expression « ma chienne ne me prendra jamais pour un autre », il dit l'essentiel, enfin un des points essentiels de notre condition d'être parlant. C'est ce que je viens de vous rappeler en vous disant
à quel point, pour une mère, justement, de ne pas réduire son enfant de le prendre pour un autre, c'est une opération fondamentale pour lui permettre d'accéder éventuellement à l'altérité. Donc l'identité se fonde sur une non-identité essentielle. Je est un autre. C'est ce que méconnaissent tous les adeptes d'une identité positivée, assurée et rassurante. Mais l'altération par le regard de la mère joue également à un autre niveau, nous rappelle Lacan, celui de son désir. Une mère indique aussi à son rejeton qu'elle désire au-delà de lui. Elle introduit ainsi le phallus et le nom du père. Je m'excuse, hein, c'est un peu notre charabia à nous, mais à mon avis, vous allez vous y retrouver. Vous allez vous y retrouver. Ainsi, dans ce schéma d'asexuation, je ne sais pas si on... Ah, il est là. Oh, ben j'ai de la chance. Hein. Dans ce schéma d'asexuation que Lacan élabore sous nos yeux dans son séminaire encore, le séminaire 20, nous avons une partie gauche, donc la partie là à gauche, dite masculine ou mâle, si vous voulez, et une partie droite, celle des femmes, une par une. Je ne commenterai pas ce tableau dont la complexité est grande, mais ce qui me paraît certain, c'est qu'il articule deux espaces radicalement différents. Il le dit, il le martèle, des espaces radicalement différents. La ligne verticale centrale qui sépare et unit les deux parties du tableau est comme un horizon, a la même fonction qu'un horizon. Pour tous les humains qui d'abord sont masculins, phalliques, et puis qui peuvent éventuellement se laisser enseigner et féminiser par cet au-delà qui est à droite dans le schéma de la sexuation. L'espace de gauche est celui d'un espace fini et borné. Celui de droite, celui d'un espace ouvert et infini. Je ne fais que répéter ce que dit Lacan, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ils ne relèvent pas de la même logique, et ils sont de ce fait hétérogènes l'un à l'autre. L'espace de gauche, c'est celui de l'universel, c'est celui du tout, c'est celui des nombres rationnels, c'est celui de la complémentarité, c'est celui du discontinu, c'est celui du signifiant. L'espace de droite, c'est celui du singulier, c'est celui du pas-tout, c'est celui des nombres irrationnels et des nombres réels d'ailleurs. C'est celui de la supplémentarité, c'est celui du continu. Du continu, là je me réfère aux mathématiques évidemment, en opposant discontinu et continu. Cela peut vous paraître trop abstrait, mais cette mise en place nous permet au contraire d'aborder des questions très concrètes et très actuelles. Si vous vous contentez de l'espace de gauche, celui des mâles, vous resterez dans un espace où seuls règnent les différences, un espace qui ne vous permettra pas d'accéder à l'altérité. C'est la difficulté à laquelle sont amenés ceux qui se définissent ou sont définis comme transgenres. Une pullulation de différences, une pullulation d'identité. L, G, B, T, Q et je ne sais pas la suite. Nous sommes tous au départ à gauche dans ce tableau de la sexuation. C'est ce qui faisait dire à Freud qu'une fille est d'abord un garçon avant de pouvoir accéder à sa féminité à l'issue d'un certain parcours. Si celui qui est situé à gauche dans le tableau de la sexuation, le sujet qui est situé à gauche, ne voit pas qu'il soit homme ou femme, n'admet pas qu'il a affaire à un horizon qui borne son espace, s'il croit que son espace est unique, qu'il n'existe rien en dehors de cet espace, il s'expose à toutes les pathologies du tout. Autre illustration très actuelle de ce que j'ai avancé, c'est la question du numérique. Le numérique est un espace qui est structuré exclusivement par les nombres rationnels. Il est incapable de prendre en compte les nombres irrationnels. De ce fait, il menace d'appauvrir grandement nos existences. Quand l'approche d'une existence se limite à être ou blanc ou noir, ou plus ou moins, telle case ou telle case,
l'abrutissement est au rendez-vous. Depuis longtemps, je dis qu'il vaudrait beaucoup mieux parler d'altérité des sexes et d'altérité des générations plutôt que simplement de différence des sexes ou de différence des générations. Ce que nous avons à transmettre, c'est ce qui ouvre à de l'altérité, aux différentes formes d'altérité. Par exemple, celle des sexes, celle des générations, celle des psychoses, celle de l'art, celle de l'inconscient. Mais cette ouverture à de l'altérité passe par une fermeture préalable, celle de l'espace de gauche. C'est ça ce qu'il faut, ce que je voudrais essayer de transmettre. Passe par une limite, par la mise en place d'un impossible, mais un impossible qui ouvre sur un au-delà. C'est-à-dire, il faut admettre, c'est une limite qui ferme et qui ouvre en même temps. C'est ça ce qu'il faut essayer de faire passer. L'inconscient tient lui aussi à ce trans, à cet au-delà. L'inconscient est fondamentalement traduction dans une autre langue, constitution d'une autre langue. C'est ce dont Freud a déjà l'intuition dans sa fameuse lettre 52. C'est aussi ce que permet la métaphore, faire passer du signifiant sous la barre, entre signifiant et signifié, faire passer du signifiant dans le signifié. Il faudrait parler ici des intraduisibles de Barbara Cassin, qui illustrent une forme d'impossible, qui illustrent bien qu'on ne peut que trahir en traduisant, mais que c'est notre seule façon d'être fidèle à ce qui nous a été transmis. À propos des intraduisibles, Barbara Cassin écrit ceci: « Il s'agit non pas de ce qu'on ne traduit pas, mais de ce qu'on ne cesse de ne pas traduire. » Et ne pas, elle l'a mis entre parenthèses. Ce sont des symptômes qui font percevoir la différence des langues et élargissent l'intelligence de la nôtre. Passons maintenant au concept de transcendance. La transcendance, qu'est-ce que cela signifie? Ça peut faire peur. Cela signifie le fait qu'il y a quelque chose au-delà, que ce qui est n'est pas simplement ce qu'il est. Qu'est-ce qui introduit la transcendance dans le monde des humains, si ce n'est que nous sommes tombés sous le coup, sous le joug du langage? Nous sommes embarqués, disait Pascal, auquel je rends hommage ici à Clermont-Ferrand. Vous avez de la chance d'être sous son patronage. Nous sommes immanents au langage, pas moyen d'en sortir, pas d'autre de l'autre. Mais c'est aussi ce qui ouvre à la transcendance. Donc cette immanence au langage, c'est ce qui nous ouvre à la transcendance. Qu'est-ce que c'est que la transcendance, si ce n'est qu'à toute chose, il y a toujours une dimension en plus? Je le rappelais tout à l'heure. La naissance, il y a une dimension en plus, qui est que vous naissez aussi à un ordre symbolique auquel vous êtes introduit. Cet au-delà mis en place par notre incarnation langagière, vous pouvez ne pas y avoir accès. C'est ce que dit la forclusion. C'est la condition extrêmement difficile des psychotiques. Toscaïès disait, en parlant de la psychose, il parlait de la psychose comme d'un collapsus de la transcendance. Cet au-delà, vous pouvez aussi ne rien vouloir en savoir. C'est une position très commune, très très commune. Par exemple, celle des positivistes, celle des paranoïaques, celle de toute conception du monde qui se contente du deux, du duel, du numérique. L'au-delà propre à la transcendance, chacun le traite à sa façon. On sait comment les religions s'en sont emparées pour souvent le ramener à un au-delà qui ressemble en mieux ou en une sorte de parfait au monde dans lequel nous sommes. Un au-delà un peu à notre image, le ciel, la résurrection, etc. Donc les religions monothéistes situent l'au-delà du transcendant hors monde, généralement. Les religions polythéistes, par contre, situent le transcendant dans le monde, dans l'espace et le temps de la réalité quotidienne. C'est ce qui nous déroute, nous les Occidentais. Les Occidentais, c'est tout de même c'est ceux qui sont, voilà, qui ont été sous le joug du monothéisme. Bon, je ne m'en plains pas du tout, du monothéisme. C'est ce qui nous déroute, nous les Occidentais, quand nous débarquons. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai faite, par exemple, en Inde. Et nous sommes confrontés aux vaches sacrées. Déjà l'année dernière,
Ici même, je vous avais dit mon grand intérêt pour la fonction de la vache sacrée dans une société. Que cette vache sacrée soit le quadrupède évoqué, ou bien, comme j'avais fait l'année dernière, un chat dans la communauté thérapeutique où j'ai travaillé, ou la reine d'Angleterre pour la société anglaise. C'est ce que structuraient les religions des Romains. Du monde réel au sens de la réalité était toujours soustrait un espace concret et un temps concret qui était réservé aux dieux qui venaient inscrire de la transcendance dans le monde. Au passage, je me permets de rappeler qu'une des formes de cette limite, de cet impossible constitutif de l'au-delà, c'est la mort ou la vie. Vous savez, la vie, ça nous échappe. Fondamentalement, ça nous échappe complètement. Même les grands biologistes le disent. J'aurais pu vous citer. Ainsi, le transhumanisme est un exemple de cette tentative folle d'abolir la limite de la mort, de nier le réel de la vie en ramenant la vie au fonctionnement d'une machine. Ce qui est complètement fou, je l'ai rappelé. Le transhumanisme est l'illustration même de ces tentatives pour rester dans le monde des simples différences, de rester dans un monde homogène, de rester dans le même. De très nombreux auteurs nous ont sensibilisés à la menace que constitue cet aplatissement du monde, ce défaut de transcendance, un monde unidimensionnel. J'en citerai quelques-uns. Parmi nous, il y a le travail de Jean-Pierre Lebrun, celui d'Alain Hérali et de beaucoup d'autres, mais aussi celui de nombre d'entre vous qui est intervenu dans ces journées. Je ne peux m'empêcher de rappeler aussi le formidable travail de Dominique Schnapper dans son livre « L'esprit démocratique des lois », et nous mettait déjà en garde contre ce défaut de transcendance qui menaçait nos démocraties. La transcendance à ce niveau est celle du collectif sur l'individuel. Pas de fonctionnement collectif possible sans cette transcendance, nous disait-elle. Un autre auteur philosophe qui lui aussi insiste sur cette perte catastrophique en transcendance, c'est le philosophe Marc Ouniadi, auquel certains ont fait allusion, notamment dans son dernier livre « Le second âge de l'individu ». Il y décrit très bien comment l'individualisme contemporain puise sa source dans le nominalisme du XIVe siècle. Il y parle de l'émoussement du sens de la transcendance pour l'individu, héritier de ce nominalisme. Transcendance qui le poussait à sortir, c'est une autre façon d'aborder la question de la transcendance, qui le poussait à sortir de soi. C'est ça la valeur de cet au-delà. Plus loin, il écrit « La sécurité efface la transcendance du risque ». C'est la transcendance du risque, la transcendance de l'échec, de la confrontation avec le monde ou avec autrui. La confiance elle-même qui est requise parce que notre rapport au monde est un rapport d'incertitude, devient alors superflu, remplacé par la sécurité. Je pourrais multiplier à l'infini les références à ces penseurs qui mettent bien en évidence cette dimension de la transcendance, cette dimension autre avec un grand A qui nous donne accès à l'altérité. Or, c'est cela que nous avons essentiellement à transmettre de génération en génération. Nous avons à transmettre qu'il y a du réel, qu'il y a des réels, qu'il y a des impossibles, des limites de la castration. Au niveau de la transmission même, on voit qu'il y a deux modes de transmission qu'il faut pouvoir maintenir chacun dans leur originalité. Il y a une transmission qui cherche à être intégrale. C'est celle, par exemple, de la science par le biais de l'écriture. Lacan, lui aussi, aspirait à ce type de transmission sans perte, à travers ses mathèmes. Vous en voyez un au tableau. Et puis, il y a une transmission qui prend en compte qu'il y a de l'intransmissible, qu'il y a aussi de l'impossible dans la transmission. C'est la transmission, par exemple, de la parole, de l'énonciation, d'une analyse, de la psychanalyse. Il y a une coupure, au sens du mathématicien Dedekind, un gap, un gouffre, qui ne peut être résorbé par le signifiant. C'est l'espace autre des nombres irrationnels et réels. C'est le trou d'un nombre irrationnel, par exemple le nombre chi. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. C'est l'espace d'un réel. C'est l'espace hétérogène au signifiant de la partie droite du schéma de la situation. Parce qu'au fond, vous pourriez dire la partie gauche, en gros, c'est le monde de la représentation. Merci.
et la partie droite, c'est ce qui fait valoir l'irreprésentable, pour simplifier un peu les choses. C'est l'espace du supplémentaire. Oui. C'est l'espace du supplémentaire par opposition au complémentaire. On pourrait dire que Lacan soutient qu'il y a deux sexes, le masculin et le féminin, sexes qui ne sont pas dans un rapport de complémentarité. C'est une façon de commenter sa fameuse formule que vous connaissez tous, il n'y a pas de rapport sexuel inscriptible. Il n'y a pas de complémentarité entre les sexes. L'intransmissible entre les générations passe par une énonciation. C'est pour cela que je me suis permis de mettre en exergue, de séjourner la citation de Freud, qui est lui-même une citation du Faust de Goethe. « Ce que tu as hérité de tes ancêtres, il te faudra le reconquérir pour le posséder. » Autrement dit, il nous faut nous réapproprier ce qui nous a été transmis par un acte d'énonciation propre. Un acte d'énonciation, c'est prendre en compte l'intransmissible, le vide. Actuellement, les parents modernes, souvent, pensent ne pas devoir s'énoncer, ne rien imposer à leur progéniture. Ce faisant, en ne prenant pas leurs responsabilités, ils compliquent grandement la tâche pour la génération qui les suit, en ne faisant pas consister cette altérité des générations, ou en ne maintenant pas ce monde auquel Hannah Arendt faisait allusion. C'est dire aussi que la transmission est un acte, c'est-à-dire le franchissement d'un seuil, le franchissement de cette limite qui borde un impossible, franchissement qui n'est pas impérialiste s'il ne ramène pas l'au-delà de cette limite à de l'homogène, mais franchissement qui ouvre sur un autre espace et un autre temps. Il y a de l'indécidable, mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre une décision, de nous énoncer. Je reviens à la question des sexes. Les sexes mâles et femelles pour les humains sont dans un rapport de supplémentarité, du moins pour la féminité. La masculinité n'est pas complémentaire de la féminité, mais elle n'est pas non plus supplémentaire. C'est à côté de quoi passe l'idéologie trans des transgenres, l'idéologie du transhumanisme, toutes les réductions manichéennes de la complexité du monde humain, de notre condition de par l'être. Alors, j'ai presque fini, vous savez. Je vais un tout petit peu déborder, vous me permettez ? Toutes ces tentatives se contentent d'un monde conçu comme un espace homogène. Elles restent aveugles à l'horizon de leur monde et se privent de l'ouverture à un espace hétérogène, à un espace autre, à l'espace du pas-tout. On a beaucoup parlé de binarité, c'est un piège. Effectivement, il y a la binarité des sexes, mâles et femelles, ou la binarité de la vie et de la mort. Mais vous pouvez traiter ces binarités qui sont irréductibles comme si cela nous réduisait, nous condamnait à un duel, notamment le fameux duel à mort d'Hegel, à du deux, ou bien, autre possibilité, soutenir que cette binarité ne tient que de sa prise dans un au-delà trinitaire. C'est le 3, c'est le tiers qui fait et le 1 et le 2. Le duel est la marque d'un imaginaire spéculaire non articulé avec le symbolique et le réel. Il caractérise de très nombreux délires, que ces délires soient psychotiques ou pas. De très nombreuses constructions idéologiques ou religieuses sont délirantes. Ces constructions ne signent pas nécessairement une psychose, un monde psychotique. Personnellement, je n'accepte pas l'expression psychose sociale, ça n'existe pas. Il n'y a de psychose qu'individuelle et singulière. Avant de conclure, j'arrive à ma conclusion. Il me faut ici, à Clermont-Ferrand, rendre hommage à cet immense penseur qu'est Blaise Pascal, nourri au terreau de votre ville. Pascal, à sa façon, était évidemment très sensible à cette dimension de l'au-delà, de la transcendance. N'est-ce pas lui qui a introduit cette différence, cette altérité plutôt, entre le Dieu des philosophes et celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Le Dieu des philosophes, c'est le Dieu qui est à gauche dans le schéma de la sexuation. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu qui est à droite dans le schéma de la sexuation. Altérité sur laquelle Lacan insistera à maintes reprises. Mais il tire ça il le trouve chez Pascal.
Mais Pascal est également un grand scientifique, à l'aise dans la partie gauche du tableau de la situation. Il est, pourrait-on dire, l'inventeur du vide. C'est peut-être pas une très bonne expression. Inventeur en ce sens qu'il est le premier à en faire diverses démonstrations, dont certaines ici au Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si j'indique la bonne direction. Où est le Puy-de-Dôme? Il est là, là-bas, d'accord. À Pascal, il faut opposer Descartes. Descartes qui ne pouvait accepter cette idée d'un espace totalement vide. N'est-ce pas l'illustration de la croyance et donc du bornage de Descartes dans un espace homogène et par contre la capacité de Pascal à s'ouvrir à un espace autre, hétérogène, que ce soit au niveau de l'espace physique ou au niveau d'une certaine mystique, et non métaphysique. Enfin, pour conclure, je vous dirai ceci. J'ai eu la chance d'avoir parmi mes analysants un MOF. Vous, Français, qui adorez les acronymes, vous devez savoir ce qu'est un MOF. Directement. Non? Vous ne savez pas? Ah ben ça m'étonne. Ça m'étonne. Maître ouvrier Ouais. de France. Ouais. Ou de... Pour les quelques Belges ici présents, mais pour aussi les Français qui ne le savent pas, je vais déployer ce MOF dans notre langue française. MOF, cela signifie « meilleur ouvrier de France ». Voilà. Eh bien, une des choses que m'a appris ce meilleur ouvrier de France, c'est que la devise d'un MOF, la devise qui est remise quand il accède à cette qualification, c'est humilité et transmission. Je vous transmets à mon tour cette devise et je vous laisse là-dessus. Merci pour ce très bel exposé et cette devise que j'ignorais, effectivement, qui est aussi belle et qui reprend d'une certaine manière et donne déjà quasiment les conclusions de notre colloque.